Bonjour à tous et bienvenue dans la Collegia. Nous nous retrouvons aujourd'hui à la rencontre de Serge Hadrover qui pratique l'art de l'arbalestrie. J'ai découvert grâce à lui un pan entier de réflexion autour de cette arme que je pensais connaître. Bonne vidéo à tous. Le lancement de l'arbalète, en fait, ça a été avec un pote sur Niort. Alors, on avait 16 ou 17 ans à peu près, et donc à cette époque-là, il y avait en fait les épisodes de Guillaume Tell. On regardait ça avec des jurons, on se disait oh, une arbalète et tout, c'est formidable, donc on va en fabriquer une. Donc la partie à tailler des bouts de bois à droite ou à gauche. Quand on s'est montré respectivement nos arbalètes, on s'est rendu compte, enfin je me suis rendu compte des années plus tard que en fait, ce qu'on avait inventé, enfin ce qu'on avait cru inventer, avait été déjà très largement inventé avant. Celle que j'avais créée moi, c'était ni plus ni moins qu'une charavine, donc l'arbalète de charavine qui remonte au Xe siècle. Et j'avais déjà 3 points essentiels que j'avais mises de façon très instinctive sur cet engin-là, alors que celle de charavine avait effectivement ces 3 points. Donc des points mécaniques, entre autres l'inclinaison de l'arc, ensuite la partie qui sert en mécanique à déclencher la corde, qui est un lever de corde en fait, donc un soulevé de corde, et puis le troisième qui était les biais qu'on trouve entre l'arc et l'accrochage sur l'arbrier, qui font que la corde va moins frotter. Donc moi j'avais créé ces biais en me disant, si j'enlève un peu de matière sur les côtés, la corde aura moins de frottement, donc elle accélérera plus. Voilà. L'inclinaison de l'arc c'est primordial, un arc mal incliné, un système qui est mal réglé, le carreau fait demi-tour, au pire, donc il va partir à l'arrière au lieu de partir devant. Ce qui est très nettement gênant quand on veut tuer quelqu'un, en fait, c'est pas la base du combat. Bon, en fait, ça va faire ça, en fait, ça va pousser le carreau vers l'avant. Une fois que la corde va s'arrêter, la corde va retourner donc en arrière, elle s'arrête à son point fixe, en fait, voilà. Et là, la corde appuie à l'arrière du carreau, le carreau fait demi-tour, il fait ça, et il passe là. Il fait ça comme ça, il passe ici. Voilà. Donc, ça m'est arrivé une fois. Donc quand ça arrive, aussitôt on a l'instinct de voir si on n'a pas quelque chose qui est planté dans le corps et qu'on ne s'en est pas rendu compte. Donc on devient blanc comme le t-shirt à peu près, là voilà. Il faut se rappeler, je veux dire à la base, c'est que ça reste une arme, quoi. C'est la seule chose dont il faut bien se rappeler quand on construit ça. Donc voilà, donc ici on est sur un modèle donc, qui a été créé donc, à charavine. Alors celle que j'avais faite la première fois, de façon très instinctive, ressemblait à ça. Donc la mécanique était exactement la même qu'on a ici. Les petits biais dont je parlais il y a quelques instants, c'est ce qu'on voit ici, c'est ces petits biais là qui diminuent la surface de glissement du cordage au niveau du bois, ici. Et puis on a une inclinaison d'arc, c'est-à-dire quand on regarde bien le profil ici, eh bien l'arc est légèrement incliné de façon à éviter aussi le frottement sur le cordage. Celle-ci, elle est faite lors de stages où on part avec moi le matin, on part en tenue médiévale, on s'en va sur une motte féodale qui n'est pas très loin d'ici, à Sieck, on mange sur place, on dort sur place, avec la tente médiévale, etc., qui est donc aménagée. Et le challenge, c'est de fabriquer une arbalète dans la journée. Donc on part avec une espèce de grand poignard et de la corde. Et c'est tout. Et on revient le soir avec une arbalète qui est fonctionnelle et qui va tirer avec les munitions qu'on a fabriquées aussi sur place, avec le bois qu'on va trouver sur place. Donc c'est vraiment challenge. Et ça c'est fait en une journée. Voilà. Donc c'est une petite charavine, c'est ce qu'on avait effectivement au Xe siècle à peu près, sur les modes féodales. Plus ou moins grande après, ça on ne sait pas trop encore parce qu'il n'y a eu qu'un seul modèle de retrouver donc à charavine dans le 38, qui était un peu plus court que celle-ci, c'est à peu près grande comme ça. Moi je l'ai rallongée pour des besoins de crosse, mais à l'époque il n'y avait pas de crosse, donc c'était, on visait un petit peu comme ça, comme on pouvait, donc pour déclencher le tir, sans viser vraiment. Il n'y a pas de languette, donc c'est pas sécurisé, c'est un engin qui est à la limite très dangereux, quoi. Voilà. Maintenant, une arbalète comme ça, quand j'en vends, je dis attention, c'est pas sécurisé, donc c'est fait pour mettre en exposition. On va en parler, on dit voilà, il existait ça et ça, voilà comment ça fonctionne, voilà. Mais surtout, voilà, donc on l'accroche au mur et on tire pas avec. Alors on peut tirer avec, mais pas en public parce que ça peut être dangereux, quoi, voilà. Là, on est donc au Xe, voilà. Là, on est sur la réinvention de l'arbalète, en fait, je vais dire. C'est un moment qui est important, c'est un moment de transition qu'on va vraiment avoir parce qu'on avait des arbalètes avant, donc c'était une gastrafette entre autres. Les gastrafettes, c'est l'arbalète gréco-romaine dont on parlera un petit peu
un petit peu après. Cette gastrafête donc va s'éteindre fin de l'Empire romain, et là on ne sait pas tellement pourquoi. Et on va avoir un espèce de vide complet entre le moment où on va avoir cette chute de l'Empire romain et les premières croisades où on va commencer effectivement à revoir les arbalètes arriver. Donc voilà, c'est un engin qui est vraiment très avancé dans leur technologie, et on se rend compte que même si elle est citée en 421 avant Jésus-Christ, on se rend compte qu'il y a eu sûrement un avant. Il y a eu probablement 300 ans de progression, en amélioration pour arriver à une machine d'une perfection pareille, quoi. Donc la gastrafête, la voilà. La gastrafête, c'est cette arbalète qui m'a aussi permis de fabriquer celle du film pour Alexandre Astier et Kaamelott. Donc une arbalète qu'on voit dans le film, dans la toute première scène avec le chef des pirates qui va tirer comme ça 3 munitions donc simultanées sur un autre pirate après un abordage. Et donc elle a un double arc superposé, elle tire 3 munitions en simultané. Voilà, on va imaginer un court instant qu'on a devant nous une charge en fin de compte de personnes qui nous foncent dessus, voilà, par exemple. À ce moment-là, notre arbalète est armée au dernier cran de puissance. Ça veut dire que notre corde est au maximum, quoi, voilà. Donc l'arbalète se tient à l'horizontale, comme ça, comme toutes les arbalètes au monde d'ailleurs. Et donc on va déclencher le tir en tirant sur ce petit levier ici, la clé en fait on pourrait dire. On déclenche, la corde est accrochée ici, elle va soulever la pièce mécanique qui est libérée et pousser la munition qui s'en va. Jusque là, on est raccord avec à peu près tout ce qui se passe au niveau des arbalètes jusqu'à maintenant. Très bien. Maintenant, l'histoire c'est qu'on va imaginer l'événement suivant, c'est que nos attaquants en fait s'en vont fuir et vont partir, on va dire, un chiffre au hasard, on va dire 170 mètres. Normalement, 170 mètres, l'arbalète, on la met de côté et on fait archer. Voilà, et là, les archers vont, comme on voit partout dans tous les films, voilà, ils vont tirer en l'air, ça part en cloche, ça va retomber. Il va leur falloir 2-3 flèches à peu près pour arriver à régler leur tir pour retomber à 170 mètres. Ah ben là, non. Ici, en fin de compte, on va simplement changer notre arbalète en mode arc. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, déjà, on va réarmer. Alors, l'armement, c'est quelque chose de très spécial, vraiment. Voilà comment ça fonctionne. Et là, c'est vraiment là qu'on se rend compte qu'il y a le génie romain derrière, enfin grec ou romain, puisque ce serait donc gréco-romain. Je rappelle qu'elle est citée en 421 avant Jésus-Christ. On lève l'écran. En même temps, on va soulever le crochet qui, ici, retient le cordage. On avance toute la glissière entière qui vient ici chercher la corde. On va bloquer comme ça. Derrière, on rebloque la clé. Donc on voit que c'est un mouvement de poignet, hein, évidemment un mouvement de main et de poignet, donc il faut avoir les doigts quand même assez agiles. Ensuite, eh bien, on va la mettre à terre, et là, magique, donc il n'y a pas de traction musculaire. On a une mécanique de réarmement qui est directement intégrée. Je rappelle au passage que toutes les mécaniques qu'on va trouver au Moyen-Âge sont séparées de l'arme, donc ça demande un temps où il faut adapter la mécanique, armer, retirer la mécanique, la raccrocher à la ceinture, viser et tirer. Ensuite, recommencer, on décroche la mécanique, on la réinstalle, etc. Voilà. Là, pas du tout. Et là, on voit très bien que ça a été fait pour. On a ces deux poignées, on a un creux au niveau du bois, donc un emplacement rond, en demi-cercle, et on va pouvoir appuyer avec le corps. Et là, au lieu d'armer au 5e cran, on va juste armer au premier. Et là, c'est terminé, c'est armé. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? On n'a plus qu'à remonter l'arbalète comme ça, toujours sur le ventre. On va mettre l'avant de l'arbalète face au nez. Et bien on va savoir que notre premier cran va correspondre à une distance de tir en cloche. Donc du coup, donc là ça y est, on est passé en mode arc en fait, ça y est, à 170 mètres. Et on n'aura pas besoin de faire 3 tirs en essai pour savoir où est-ce qu'on tombe, trop loin, trop près, etc. Pas du tout. On sait que ça correspond à 170 mètres. On déclenche et c'est parti. Réarmement, on reprend, clac. On fait ça, clac, on bloque derrière, on pose le sol et on recommence. Et si nos ennemis sont partis, cette fois-ci à 250 mètres, eh bien on va armer au 2e cran de puissance, et ainsi de suite. Et on pense que, après en avoir longuement rediscuté et débattu dans toutes les fêtes médiévales de France et de Navarre, avec des archers entre autres, bon moi je suis pas trop versé vers l'arc, bien je fais du tir à l'arc bien sûr quand même un peu. Il y a une chose qui est logique en fait, c'est-à-dire qu'on s'est demandé à quelle puissance ça pouvait être monté.
On se doute bien qu'à l'époque, les gars ont dit faut que ce soit le plus puissant possible. Ça a toujours été. Voilà, c'est toujours ce qu'on cherche dans une arme. De toute façon, ça, donc il n'y a pas de secret. Si mon chef de guerre, admettons, vient me voir un jour et me dit Serge, il faut que tu fabriques une arbalète plus puissante, de ce fait, je vais lui dire trouve-moi un gars plus lourd. Donc, on va essayer de chercher un peu dans les gars qui sont présents, on va demander le poids. S'il y a un gars qui fait 110 kg, admettons, on va pouvoir lui fabriquer spécialement pour lui une arbalète qui va monter à 200 livres. On n'a pas de réponse historique, on n'a pas de texte qui explique ça. Par contre, on a des équivalences. On sait par exemple que pendant la Seconde Guerre mondiale, dès l'instant où on avait une arme très sophistiquée, eh bien, à la fin de la guerre, on conserve les plans. On ne les donne pas à son voisin surtout. Parce qu'on sait que 6 mois après, on va se prendre une plumée par le voisin qui a pris les plans. Voilà, ça c'est un peu logique. Donc, on pense que c'est des successions de choses, d'événements, des petits événements, qui, si on les colle les uns aux autres, on fait qu'elles disparaissent. Et un jour, j'ai un militaire qui m'a dit une chose intéressante. Il m'a dit, nous, quand on a une arme à feu, donc un FAMAS par exemple, eh bien, si on est blessé et qu'on sait qu'on va mourir, on a un boîtier, le boîtier donc mécanique, qu'on va retirer et jeter. Et bien là, en fait, on se rend compte que cette pièce mécanique, en fin de compte, la glissière donc, qui est ici, on peut entièrement la ressortir de son logement et on peut aussi la retirer entièrement et donc la jeter. Et si un Gaulois, à l'époque, retrouve ça sur un champ de bataille, sans la partie mécanisée, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Et moi j'ai fait l'essai, alors ce qui était très amusant à faire, j'arrive en prestation, je dis aux gens, voilà, vous êtes des personnes qui vivaient au XXIe siècle, vous avez tous des connaissances en mécanique plus ou moins, donc avancées, il y en a qui savent faire des moteurs, etc., d'autres qui sont, qui ont des connaissances plus rudimentaires, bon très bien. Et puis je leur dis, voilà, remettez-moi ça en marche. Et là, il y a 30 ou 40 personnes devant moi, et on est 5 à 10 minutes, très très largement, à 40 personnes de réflexion, donc des gens qui vivent voilà, au 21e, hein, voilà, qui vont pêcher là-dessus, quoi. Et ça pêche, on sent que ça rame, quoi. Premier réflexe, c'est de tirer la corde à la main. Parce que traction, donc traction musculaire. Et là, je dis, il n'y a pas de traction musculaire. Et là, il y a un silence complet et ça cogite. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça peut marcher? On me dit, mais il y a une pièce en plus. Non, il n'y a pas de pièce en plus. La mécanique est directement intégrée. Ah. Cadence de tir. Alors, cadence de tir, ben, on est entre 15 à 18 tirs à la minute. On pense qu'à la fin du Moyen-Âge, on est entre 10 et 12 tirs minute. Pendant une demi-heure, environ 3/4 d'heure, parce que forcément, la traction musculaire répétée va faire qu'on va fatiguer. Là, ici, on peut tirer une journée entière, il n'y a pas de traction musculaire. C'est le corps qui s'appuie dessus et qui remonte le cordage. Donc, on peut tenir une cadence, on va dire, à 12-13 tranquillement, régulière, durant une journée entière. Et après, s'il y a vraiment besoin, parce que là, les gars arrivent très très près, et ça devient quand même très dangereux, là, on monte à 18 tirs minute. Mais faut pas finianter, quoi, déjà, parce qu'il y a un maniement qui est quand même assez particulier, et il faut avoir une bonne habitude de l'arme, quoi, déjà quand même, voilà, un bon entraînement au préalable. C'est pas un gars qui s'est levé le matin en 421 avant Jésus-Christ et qui a inventé ça, quoi. C'est clair que ça a dû demander, à mon avis, au moins 300 ans au préalable de création, de modèles très très divers, pour arriver ensuite à terminer par cet engin-là. Parce que on sent que c'est parfait. L'inclinaison de la petite pièce qui est ici, entre autres, voilà, qui est inclinée pour libérer la corde de façon automatique. L'arrière qui possède un emplacement spécial donc pour le ventre, ces deux poignées. Alors cette partie arrière, par contre, on la voit aussi sur un bas-relief. Et à mon avis, cette partie-là est venue beaucoup plus tard. Voilà. Mais ça, on n'a pas de texte historique qui le disent, qui le montrent, ou ce genre de choses. Voilà. On déduit des choses qui paraîtraient être logiques. Je veux dire que on ne peut pas penser vraiment l'inverse. On ne peut pas se dire, on va retirer ça pour mettre une boule ici. C'est marrant, mais elle a presque une tête. Enfin, j'ai déjà vu des. Je me souviens dans les Age of Empires, tu avais les arbalètes des Japonais, des Chinois là. Les Shokunus. La Shokunus. Ouais. Alors la Shokunus, je la fabrique aussi. Ouais. J'ai eu la chance d'en avoir une qui m'a été prêtée par un ami qui est steward, donc qui faisait des allers réguliers en Chine, et qui un jour m'a téléphoné en me disant « Ah, ça y est, j'ai ramené une Shokunus. Et là, très vite, je lui ai dit « Écoute, ramène-moi ça rapidement, parce que je veux absolument voir cet engin, je veux absolument voir comment c'est fait. On voit des plans sur Internet, plus ou moins, bon, d'accord, ok. Mais après, comment c'est fait en vrai, quoi. » Et donc,
J'en ai une à la maison, Ouais. et il me l'a laissé 3 mois, j'ai eu le temps de récupérer donc les plans, de faire une copie. C'était vraiment un travail super intéressant parce que là aussi on est là du coup on est au 4e siècle, mais après Jésus-Christ du coup, et on a une arbalète semi-automatique, en fait, avec un chargeur quoi. Et semi-automatique, faut se rappeler que c'est 1850 normalement avec les Winchester, jusqu'à 1870 à peu près, là où on va commencer à avoir l'idée de mettre plusieurs munitions dans une arme. Et d'ailleurs, ils ont fait le test entre une Tsukuno et une Winchester. Hein. Ouais. Les Winchester est moins rapide au niveau de la cadence de tir que la Tsukuno. Après, bien sûr, pas en précision. La Tsukuno, c'est de l'arrosoir. C'est un peu comme la Sten anglaise qu'on avait pendant la Seconde Guerre mondiale, qui va pas tellement bien viser, mais ça arrose, quoi. Voilà. Tsukuno, les pointes étaient empoisonnées, quoi. Donc, ça n'a pas donc un pouvoir en perforation, si on veut. Nous, en France, on est dans les idées de je casse tout, je bousille tout, je passe au travers des armures, des boucliers, etc. C'est vraiment dans cet esprit-là, quoi. Voilà, faut que ça défonce tout. Bon. Les Chinois, pas du tout. On est dans un esprit de tuer avec pas beaucoup de puissance, mais beaucoup de rapidité. Donc c'est pas du tout le même esprit, donc pas du tout les mêmes recherches aussi dans la technologie du coup. Donc c'est pour ça je pense que certains se sont allés vers une technologie et d'autres vers d'autres en fait, voilà. Selon le besoin quoi. Et l'idée qu'on avait de la guerre aussi, parce que forcément on n'a pas la même idée de la guerre d'un pays à l'autre. Ces deux armes-là en fin de compte, c'est vrai que la Gastrafet et la Tsukuno, je les présente en dernier dans ma prestation. Parce que on a vu au préalable toutes les armes, que ce soit Renaissance, et puis après donc 14e, 13e, pardon, etc. Donc en redescendant dans le temps, et on voit que les cadences de tir sont extrêmement lentes. Voilà. C'est ce qui en ressort, d'ailleurs très souvent les gens me disent « Ah mais l'arbalète c'est super lent !» Ah, je dis oui, c'est vrai, mais pas toutes. Et puis petit à petit les gens se rendent compte qu'en fait, plus on descend, plus on est rapide à l'armement. Mais on baisse en puissance. Et là, quand on arrive bizarrement au 4e siècle après Jésus-Christ, là on tombe sur une Tsukuno, voilà, donc une arbalète chinoise à répétition. On voit un peu la machine, et c'est vrai que c'est complètement hallucinant. Alors, moi très souvent, j'aime à dire que j'imagine la tête, en fait, des gens, des soldats qui ont vu arriver, donc débarquer des Chinois, avec des armes semi-automatiques au 4e siècle. Ça équivaut, on va dire, à voir débarquer ici un vaisseau spatial, on pourrait dire pratiquement, et de voir un gars qui sort avec un sabre laser, en train de dire, voilà, moi j'ai cette arme-là, quoi, voilà. Et je pense qu'à l'époque, ça a dû être la même surprise. Donc comment ça fonctionne? Alors c'est carrément surprenant. En fait, ici, on va avoir donc la poignée. Les carreaux sont rangés à l'intérieur, donc là, on en loge 6 en fait dans ce modèle-là. Hein. Après, c'est monté 10, 15, 20 carrément. Il paraît que c'est monté plus haut. Après, j'ai pas de preuve historique après, donc affaire à suivre. Et en fait, donc c'est des petites pointes empoisonnées qui sont enrobées de fibres qu'on va tremper dans un poison extrêmement violent qui bloque les nerfs en fait. Voilà, donc le gars, au bout de 30 secondes, va être tombé par terre. Il ne pourra plus bouger, crise cardiaque, et terminé. Voilà, et donc là, du coup, c'est plié. Donc ça fonctionne comme ça en fait. On va pousser ce levier en faisant cette manœuvre-là. La corde va venir se mettre automatiquement dans le cran. Donc on voit que là c'est tombé dans le cran de blocage. Le carreau normalement est tombé, donc là j'ai pas armé réellement évidemment puisqu'on est quand même à la maison. Ouais. J'ai pas envie non plus de tuer les chats bien sûr. Et donc le carreau donc, est tombé donc, dans la glissière ici. En tirant maintenant plus fort en arrière, l'arc se tend. Et bien on voit ici un petit cran qui est en dessous et qui en s'appuyant sur cette surface métallique va relever la corde. Donc ça va soulever le cordage et donc déclencher le tir. Donc ce qui fait qu'en appuyant plus fort, clac, ça déclenche. On avance, clac. On avance, clac. Voilà. La cadence de tir de ces machines, on parle dans les textes d'environ 35 à 40 tirs à la minute. Ça a été l'arme la plus rapide en fin de compte au monde pendant très longtemps quand même. Elle serait restée en fonction dans les armées chinoises jusqu'en 1850 environ, à l'époque où on avait déjà des armes à feu, mais bon, qui se chargeaient donc par le canon, en tir, en cadence, ça tournait environ donc à 2 tirs minute, avec des armes à poudre, donc de la poudre noire hein, évidemment, donc les grands fusils avec, voilà, c'était épouvantable, ça faisait beaucoup de fumée, ça tirait pas très très loin non plus, donc ils ont dit non, nous on garde ça, on a des cadences ultra rapides, avec une arme qui coûte pas cher en plus, donc facile à fabriquer, c'est entièrement en bois.
Il y a 2 ou 3 axes, enfin il y a donc ces 2 axes métalliques, mais c'est tout. Et sur le modèle d'origine qui m'avait été ramené à la maison, en fait les petites rondelles qui sont ici, en fait c'était des pièces de monnaie, sur la vraie. Et j'ai dit à mon ami, j'ai dit écoute, il faudrait savoir la date des pièces et tu auras au moins une estimation de la date de l'arbalète. Après on ne sait pas si les axes ont été changés, donc plus tard, voilà, on sait que l'origine en tout cas, ça a été inventé par Zhou Liang, donc un ingénieur chinois, 4e après Jésus-Christ. Et puis elle a servi pour les gardes du corps, elle a servi dans des automitrailleuses aussi, donc on imagine comme un char romain avec un espèce de dôme en cuir, un gros igloo en cuir, avec 2 meurtrières, donc une à droite, une à gauche. Et puis à l'intérieur, donc 3 bonhommes, un qui pilotait le cheval, parce que bon, le cheval, lui, contrairement au bonhomme, n'avait pas forcément envie d'aller dans les rangs adverses et de se prendre des flèches dans la tête. Et puis de chaque côté, bien sûr à l'intérieur, donc à droite et à gauche, eh bien, 2 tireurs avec ces tchoukounous qui allaient tirer à répétition. Donc on lançait le cheval à fond dans les rangs adverses et ça mitraillait de chaque côté, quoi. Voilà. Donc instinctivement, ceux qui voient arriver un char vers eux, ne vont pas rester devant, ils vont se mettre sur le côté. Et là, l'erreur, c'est de se mettre sur le côté. Ou la rampe lavante, et là c'est bon. Ça peut passer au-dessus. Mais sinon, on s'en prend une directe. Hein, voilà. Et arrive au bout du champ de bataille, on fait demi-tour, on remplit le chargeur et on recommence à... Par contre, si on fait maintenant un parallèle avec un archer, il faudrait à peu près, disons, 3 archers pour arriver au même stade de cadence que cette machine-là. Donc une arbalète comme ça égale 3 archers. Alors ce petit modèle-là, c'est plutôt un modèle de rue, c'est-à-dire un peu comme une arme de poing en fait, hein, où on va dans une ville ou un village se tirer dessus à 25-30 mètres. C'est un peu comme un pistolet automatique, hein, qui va être fait pour tirer à 25-30 mètres, on a à peu près le même rapport ici. Voilà. Après, on voit sur des gravures des armes qui paraissent être beaucoup plus volumineuses. Après, sur d'autres gravures, on voit des ateliers de fabrication où on voit qu'au lieu d'avoir ces 2 lames de bambou qu'on a ici, il y a 7 lames. Et qui vont des plus grandes aux plus petites. Un peu comme des suspensions de Jeep, des suspensions de voitures actuelles d'ailleurs, voilà, qui sont encore en fonction aujourd'hui. Après, il faudrait davantage creuser, il faudrait partir sur place, donc en Chine, rencontrer des spécialistes dans le domaine, voilà. C'est des armes qui demandent encore à être creusées au niveau de la recherche parce que c'est carrément stupéfiant d'avoir une arme semi-automatique à une période comme ça, voilà. Moi, c'est vrai que quand je lance le terme semi-automatique avec chargeur, quand je fais des prestations, ça cligne des yeux d'abord parce qu'il y a un terme qui n'est pas associé à l'époque, en fait. Et les gens font pas le rapport sur le moment. Et ils ont du mal à évaluer la distance dans le temps en disant mais c'est pas possible, on a une arme semi-automatique, on est au 4e siècle après Jésus-Christ, donc du coup ça colle pas, voilà. Donc là on a une petite corde de rechange donc à l'arrière parce que la corde s'use évidemment rapidement. Donc il y a aussi le graissage évidemment, ça fait partie du jeu pour éviter que la corde s'use trop vite aussi. Voilà, on a ces mêmes rapports de rétrécissement aussi à ce niveau-là, du frottement. Donc voilà, on a c'est pareil, on sent que c'est bien étudié, voilà. Très belle invention. Voilà, très belle invention. Malheureusement, c'est pour la guerre une fois de plus. Voilà. Je me dis des fois, mais si on serait parti de cette machine-là et qu'elle n'aurait pas disparu, au Moyen-Âge, on aurait eu des choses mais complètement aberrantes, mais complètement dingues. Probablement avec des chargeurs peut-être, j'en sais rien. Enfin bon, après, on extrapole. Et en extrapolant cette arbalète-là, avec l'évolution qu'il y aurait eu durant les 1000 ou 2000 ans à suivre, aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on aurait? Voilà, qu'est-ce qu'on aurait maintenant? Parce que les arbalètes servent encore dans les armées françaises, ça faut le savoir. Hein. Dans l'infanterie de marine, entre autres, il y a des arbalétriers encore, donc il y en a 2 sur une section, qui ont des arbalètes maintenant, bon forcément très très sophistiquées, avec des lunettes, etc., infrarouges et compagnie, voilà, pour les commandos, etc. Voilà. Donc on a des armes qui fonctionnent encore maintenant, toujours des arbalètes. D'ailleurs un jour j'ai même été pris en photo avec un arbalétrier français, moi en costume du 13e, et lui en tenue donc actuelle. Et on voit ces 2 soldats, en fin de compte, chacun avec leurs armes respectives. Finalement il n'y a pas beaucoup de changements, voilà, c'est toujours une arbalète, mais elle a évolué, Et ici, on a cette coupure. Alors moi un jour j'ai un ami qui m'a remplacé, parce que voilà, bref, j'étais malade, etc. Et donc il m'a remplacé un jour en prestation, et lui en fin de compte il a eu l'idée de commencer au 10e,
et de partir en évolution donc jusqu'à la Renaissance, et de présenter ces deux arbalètes-là, donc la Choucounou et la Castrafette, en dernier. Et les gens, ils ont vu que du feu. Ils se sont dit, bah oui, c'est normal d'avoir des chargeurs, du coup, sur la fin de l'évolution. Et c'est qu'après, qu'il leur a dit, non, en fait, je vous ai trompé volontairement. En fait, ces deux arbalètes-là, et là, il a expliqué effectivement les bonnes époques. Voilà. Et j'ai trouvé ça ingénieux parce que la surprise est encore plus forte. Parce qu'on se dit, bah ouais, c'est logique, elles sont plus évoluées, donc elles sont plus modernes. Voilà, c'est ce qu'on pourrait tous se dire. Moi aussi, je me serais fait avoir si je ne connaissais pas ce domaine-là, évidemment. J'aurais réagi pareil, voilà. Alors que non, voilà. C'est les deux plus évoluées, mais ce sont les deux plus anciennes. Alors ici, on est en fin de compte Renaissance. Alors là, on est carrément sur la fin du Moyen-Âge, donc début Renaissance. Donc les mécaniques sont des mécaniques séparées. Donc on a une mécanique d'un côté, une arbalète de l'autre. Voilà, donc cette mécanique, donc le cric ou le cranquin ici, donc on va mécaniser l'arbalète, voilà, pour ensuite tendre la corde, etc. Une fois que l'arbalète est armée, on va retirer cette partie mécanique entièrement. On va l'accrocher à la ceinture ici, tac. On va prendre le carreau, on va l'installer, on va viser. Donc là, entre autres, la bestiole, puisque là c'est sur une arbalète de chasse, ici, hein, voilà, on va viser et on va tirer. Je vais inclure le temps de la visée, parce que c'est un objet qui vise, comme toutes les arbalètes de guerre aussi au Moyen-Âge, hein, voilà, on vise avec. Donc, on est sur 45 secondes entre le premier et le second tir, donc visée comprise, voilà. C'est important de citer toujours qu'il y a un temps de visée, parce que souvent on a une tendance à l'oublier quand on parle en cadence de tir, comme ça, voilà. Ensuite, on a ce modèle-là, donc modèle de guerre ici, avec ce qu'on appelle donc la moufle derrière, ou le rouet. Et ici, on n'est plus sur 45 secondes, mais on est sur carrément 55 secondes de réarmement entre un carreau et l'autre. Souvent, les gens me disent, mais une arbalète, c'est très long à réarmer. Je leur dis, oui, effectivement, ça c'est très long effectivement à réarmer. On est pratiquement sur 1 minute, pour faire vite, hein, bon, voilà. Donc effectivement, c'est horrible, quoi, voilà. Alors après, on est aussi dans un contexte où, à cette époque-là, toutes les armes ont la même cadence, excepté l'arc. Voilà. Et là, un archer anglais, quand il est en face de vous, qui vous tire 10 à 12 flèches en moyenne minute, il faut bien penser que cette cadence, ça c'est important de le dire, c'est pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, pas plus. Voilà, en général, le gars, au bout d'un moment, il est fatigué, il est exténué, il y a de la fatigue musculaire, au niveau de l'épaule, bien entendu. Voilà. En descendant dans le temps, on va bizarrement accélérer les cadences. Donc voilà, là ici, on est entre le 12e et le 13e, donc là, du coup, ici, on se rend compte que le pied de biche, on enquille le crochet ici, les deux crochets à l'avant, ensuite, comme ça, voilà, on appuie l'arbalète au niveau de l'aine, et puis on va tirer, voilà, pour accrocher le cordage. Ensuite, on va retirer bien sûr la partie mécanique, qu'on va encore accrocher à la ceinture, voilà, mettre le carreau en place, viser, attendre que la cible veuille bien se stabiliser, voilà, ce qui n'est pas le cas de l'ennemi, lui qui n'a pas forcément envie de se faire prendre en photo par un carreau d'arbalète, et là, clic, on va déclencher le tir, voilà. Donc il y a toujours ce temps de visée. Résultat, là ici, on est à peu près sur du 4 à 5 tirs minute. Donc ça devient déjà beaucoup plus rapide, mais on est limité en puissance parce que c'est une traction musculaire. Et qu'avec cet appareil-là, avec le pied de biche, eh bien, on va être limité à peu près à 220 livres de puissance, selon les arcs évidemment. Si on a un arc court ou un arc long, c'est plus ou moins souple, bien sûr, en traction aussi après. Ça, c'est à prendre en compte aussi, évidemment. Ça, c'est accroché. Ça, c'est accroché ici, comme ça. Donc, c'est accroché une grosse ceinture au niveau du ventre, hein, ici. L'arbalète va venir se mettre donc, dans ce sens-là, comme ça, ici. Et là, il faut bien penser qu'il faut un mur derrière. Si on n'a ni l'un ni l'autre, eh bien, on va s'allonger dos au sol, sur un champ de bataille, entre autres, c'est le cas. Hein, voilà, là, on n'a pas le choix. On s'allonge donc dos au sol et on va armer en poussant avec le pied sur l'étrier. Et surtout, on n'oublie pas de mettre sa main ici. Voilà. Ah, exactement, parce que sur les champs de bataille, le problème c'est que s'il pleut, si c'est humide le matin, avec la rosée, etc., les semelles vont être glissantes. Si votre pied, enfin si le pied donc glisse de l'étrier, c'est 200 livres qui vous montent dans les dents. Bon voilà, donc on a un peu la machine quoi. Donc là on est sur du entre 4 et 5 tiers minutes aussi.
Ça va dépendre de la cadence, de l'habilité de la personne, de la puissance de l'arme, bien sûr, évidemment, plus ou moins puissant, en traction, voilà. Voilà un peu donc les diverses évolutions qu'on va avoir, et puis bien sûr on va continuer de descendre, après on va partir un petit peu donc, au XIe siècle, donc le XIe, voilà, donc ça c'est une arbalète, l'arbalète que j'appelle donc à 2 pieds, puisque à l'époque on mettait ces 2 pieds ici, et on posait l'arbalète par terre, donc l'avant au sol hein, directement. L'étrier il n'existe pas encore, on a simplement un petit cordage pour accrocher peut-être sur le cheval, on ne sait pas trop. Voilà à quoi ça servait. On retrouve ces brides ici qu'on voit déjà sur les gastrafettes, donc on voit que c'est un élément récurrent quand même de l'arme, donc c'est une chose qui ne s'est pas éteinte bizarrement, c'est resté. Là on est donc 11e. Alors 11e, on est sur un soulevé de corde, ce que j'appellerais, hein, voilà, puisque la corde se bloque ici, et puis ensuite on va soulever grâce à une clé qui est en dessous. C'est la première fois qu'on voit une clé en dessous en fait, ici. La clé étant cette grande partie, la poignée qui sert au déclenchement en fait, hein, voilà. Donc clic on appuie, en appuyant ici ça va soulever le cordage et le cordage déclenche le tir, voilà. Ici on a une chose intéressante, alors au début je me suis dit mais à quoi ça peut bien servir cette histoire, parce qu'on ne fait jamais rien sans rien, donc j'ai réfléchi un petit peu, je me suis dit pourquoi est-ce qu'on a ici un creux. Et en fait quand j'ai essayé cette arbalète la première fois, je me suis rendu compte qu'à chaque fois la corde tombait dans le creux. Et du fait qu'elle tombe dans le creux, on a moins de tension sur le cordage. Mais on peut penser que la corde se mettant au repos, l'arc va aussi se reposer, parce que c'est l'arc en bois. Elle n'est pas tendue en permanence. Exactement, donc ça baisse en tension. On sait que sur un arc classique, un longbow par exemple, une fois qu'on s'en sert plus, on défait la corde. Voilà. Là, si on est à la chasse, on ne défait pas la corde à chaque fois. Donc, le fait qu'on ait fini de tirer, la corde se repose. Ou du moins, l'arc se repose, plutôt, je devrais plutôt dire. Voilà. Donc j'ai pensé à ça, je ne sais pas si c'est ça réellement ou pas, donc voilà, il faudrait, si vous faites une table ronde un jour, consultez les esprits, vous m'appelez. Voilà. On est sur de l'arc en bois rudimentaire, extrêmement basique, donc là, on voit encore l'écorce d'ailleurs à l'extérieur ici, hein, bien sûr. Tu prends quoi comme bois Là j'ai pris du noisetier pour le faire, donc je me suis inspiré, je me suis dit, voilà, je suis dans une forêt, j'habite en Charente-Maritime, donc chez moi, l'arbre le plus flexible, ça va être le noisetier. Il y a quelques essences de bois vers chez nous qui pourraient servir effectivement donc à faire des arcs. Ce que j'avais de plus proche et de plus pratique, moi c'était donc le noisetier, donc j'ai pris ça pour en faire une. Voilà. Et puis bien sûr, si on continue de descendre, eh bien, on revient sur la charavine, effectivement, qu'on a déjà vu un petit peu au préalable, alors, voilà, et qui est vraiment ultra rudimentaire. Donc là c'est effectivement, comme je disais tout à l'heure, c'est la renaissance de l'arbalète, c'est la réinvention de l'arbalète qui va donner cette espèce de seconde branche de construction, alors, sur lequel on va partir. Voilà, ce qui est très intéressant, c'est de voir que ici on est au Xe siècle, et ici, avec les gastrafettes, eh bien, on est en 421 avant Jésus-Christ. Et quand on voit cette machine qui en technologie est parfaite à mon goût, parce qu'on ne peut pas faire beaucoup mieux. Après, on pourrait mettre une languette de maintien, on pourrait mettre un chargeur si on pouvait imaginer en extrapolant un petit peu. Donc quand on voit cette machine de guerre ici, et cet engin-là qu'on va avoir au Xe siècle, là, on se rend bien compte qu'il y a eu quelque chose, quoi. Voilà, ça s'est perdu entièrement et complètement, quoi. Voilà. On va peut-être commencer par le départ, c'est-à-dire le carreau d'arbalète. C'est vrai que depuis tout à l'heure je parle de carreau, de flèches, etc. Le carreau, c'est les munitions de l'arbalète tout simplement. Alors là j'ai ramené quelques répliques fabrication maison, donc que je forge ici, donc à la maison, avec l'enclume qui est à l'extérieur. Voilà, donc carreau classique ici, voilà. Et ici, donc en voilà un vrai carreau d'arbalète, donc qui remonte au 10e, à peu près 10e ou 11e. On ne sait pas exactement. Ce qui est amusant, c'est de savoir que le carreau, ça vient de la forme déjà. Donc la forme est carrée, donc quand on le voit de face, ça forme un carré en section de métal. Et donc les gars, ils ne sont pas cassés le crâne, ils ont dit, c'est carré, ça va s'appeler donc un carreau. Voilà, tout simplement, on ne va pas s'énerver. Par contre, dans ce sens-là, dès qu'on regarde dans ce sens, on voit un losange. Et c'est là que ça va devenir intéressant parce qu'on a un rapport direct avec les cartes. L'avantage qu'on va avoir, c'est que... Alors là, on va essayer de trouver une carte à carreau, en fait. On va simplement faire un petit tour comme ça, ici, et se rendre compte que voilà, on peut donc faire apparaître
des carreaux d'arbalète et surtout le roi Richard ici qu'on voit ici. Alors le carreau effectivement qu'on voit ici, donc cette forme de losange, eh bien c'est ni plus ni moins qu'un carreau d'arbalète vu de face. On va avoir donc une pointe, jusque là ça reste assez classique. Ensuite on va avoir ces 4 angles ici. Et quand on tire dans une plaque de métal, c'est très visible sur place, quand je le fais en prestation, eh bien on va avoir donc une déchirure. Donc les angles ici vont couper le métal. Ensuite les côtés plats vont repousser le métal à droite, à gauche, en haut et en bas. La pointe va commencer à rentrer. Et ensuite, généralement, si on a un fût plus lourd, évidemment, donc là ce qui n'est pas le cas ici, évidemment, le fût va pousser. Bon, très bien. Pourquoi ensuite est-ce qu'on a ce petit rétrécissement au milieu? On pourrait se dire, bon, le forgeron est un artiste, il aime bien les formes féminines, on voit que sa forme est comme ça et tout. Bon, non, c'est pas le cas. Donc pourquoi? Ben parce qu'une fois que le carreau commence à rentrer, la douille étant légèrement plus grosse que la pointe, et c'est fait exprès, eh bien, au moment où il va s'arrêter ici, puisque la douille bloque. Parce qu'on veut qu'il s'arrête là. Et si on veut qu'il s'arrête là, c'est pour une bonne raison. C'est qu'une fois qu'il est rentré, on sait que la matière qui est ici, une fois le passage de la pointe fait, eh bien, la matière va se rétracter. Et on va chercher à ce qu'elle se rétracte dans un endroit plus fin. Donc, on va créer l'endroit plus fin ici. Et une fois que c'est rentré, eh bien, ça bloque ici. Si on veut tirer dessus, ça va se déboîter. La pointe n'est pas collée au fût en fait, hein, ou bien il n'y a pas non plus de pointe transversale qui maintiendrait l'ensemble. Voilà. De ce fait, si on veut chercher à le retirer, eh bien la matière s'étant resserrée au milieu, que ce soit de la cotte de maille, du cuir, très épais, ou bien encore du métal, donc une plaque de métal, eh bien le carreau va être coincé dans les deux sens. Et ça ne pourra pas ressortir. Donc c'est pour ça qu'on a toujours ce petit rétrécissement ici, qu'on va retrouver sur les pointes de flèche, sur les pointes de lance, etc. Ben, toutes les armes qui servent donc à piquer en fait. Hein. Et donc c'est vrai que quand on voit un carreau comme ça au départ, on ne s'imagine pas qu'il y ait déjà donc une technologie qui va chercher à produire un effet particulier pour faire le plus de mal possible en fait. Quoi. Voilà, ça a toujours été le but. Hein. Ici on a donc le matras. Alors le matras c'est assez particulier du coup. On a une espèce de carreau avec une espèce de boule de métal au bout qui va donner des chocs extrêmement violents. On raconte que ça arrive à briser les côtes de l'adversaire sous une armure, donc sous une plate en fait, hein, parce qu'on a une répercussion des ondes de choc en fait, simplement. Voilà, c'est dû à ça. C'est un peu comme un boulier avec les 3 boules, là ici, où on frappe une et c'est l'autre qui décolle en fait. On a un petit peu cette espèce d'effet d'onde de choc, quoi, voilà. Donc c'est des carreaux très lourds. On est sur des vitesses de croisière qui vont à peu près sur de 260 km/h. Avec 300 kg d'impact à peu près à l'arrivée, 300-350 kg. Ensuite, on a ici un incendiaire. Alors, c'est une petite cage où on mettait un bout de tissu, de toile, qu'on allait tremper ensuite dans un liquide inflammable, avec une pique devant. Donc, la pique se plantait dans un morceau de bois, que ce soit un pont-levis, une grange ou un bâtiment, une machine de guerre, pourquoi pas. Voilà. Et ensuite, ben, forcément, ça allait flamber un peu partout. Voilà. Celui-ci est carreau de chasse, voilà, munition de chasse. Bon, après, s'il n'y a plus de carreau classique, on peut toujours prendre ça pour finir la bataille, hein, ça peut toujours servir, voilà. Donc, c'est pas négligeable non plus. Donc, c'est la même pointe qu'on trouve sur l'arc, en fait, hein, c'est la même pointe, hein, voilà. Celui-ci, c'est le perce-maille. Alors, le perce-maille, il ne faut pas le confondre avec le perce-armure. Déjà, la pointe est un soupçon plus longue et moins épaisse en section, de façon à passer dans les cottes de maille, juste pour l'ouvrir un peu. Et après, on retrouve le phénomène qu'on a vu déjà en amont, c'est-à-dire que la maille va se coincer ici, se rétracter au milieu et coincer le carreau donc dans les deux sens. Donc, même opération, voilà. Le suivant, c'est le perce-armure. Donc, lui, on voit qu'il est nettement plus fourni en épaisseur à l'arrière pour résister à un impact de choc extrêmement violent, du fait que à l'arrière, on a un fût extrêmement lourd. Donc là, on a l'effet suivant, on a l'impact qui se produit. Donc la pique, la découpe du métal, et au moment où le carreau va freiner, eh bien on va avoir derrière un coup de marteau, c'est avec ce fût en bois qui est lourd donc, qui va créer avec l'inertie un choc d'impact encore plus violent. Donc la pointe pique et le bois poussent un grand coup derrière, et là ça va forcément rentrer. Voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui encore, donc les pare-balles ne résistent pas aux carreaux d'arbalète parce que les munitions sont lourdes, simplement. Celui-ci, on est sur la fin du Moyen-Âge, c'est le plus terrible, en fin de compte, de tous, c'est la dondaine.
ou le vireton, on l'appelle encore, hein, puisqu'il va tourner, il va virer dans l'air, parce que derrière, on a ces deux empennages qui sont hélicoïdales. Donc le premier est incliné à gauche, l'autre est incliné à droite, et quand il va partir, le vent va commencer à s'engouffrer dedans et va tourner. Il va partir en rotation. Il va perdre en vitesse du fait de sa rotation, mais il va gagner à l'impact du fait qu'on ait cette espèce de grosse partie renflée au centre qui va donner, comme le précédent, un choc d'impact violent. La pointe pique, le bois pousse. Voilà, on a toujours cette double action qui va être redoutable. Ici, on a le principe de la pointe de flèche, seulement on y a mis donc des petits ardillons pour qu'ils restent coincés dans la plaie, qu'ils ne puissent pas être retirés en plus. Donc le seul moyen d'arriver à retirer une munition comme ça lorsqu'elle est plantée, c'est avec une tige, de l'enfoncer dans la douille, enfin de retrouver la douille à l'intérieur, de remboîter l'un dans l'autre, donc ça veut dire fouiller dans la blessure sans savoir trop où ça se trouve, hein, puisqu'on ne sait pas si le carreau est arrivé dans ce sens, comme ça ou comme ça, donc on va faire fouiller dedans pour savoir dans quel sens il est arrivé. Une fois qu'on a remboîté l'un dans l'autre, un coup de marteau et on traverse l'épaule. Parce que sinon, si ça reste coincé dedans, c'est fini. D'autant qu'à l'époque, on sait que avant de tirer, un arbalétrier, généralement comme un archer d'ailleurs, ne se gênait pas pour tremper son carreau dans des excréments, de la terre, de la viande pourrie, enfin bref, tout ce qui peut arriver à pourrir la vie de l'autre, c'est vraiment le cas de dire du coup. Voilà. Donc celui-ci, en fait, on s'en servait pour couper des cordages en appui. Palissade, machine de guerre, donc tout ce qui a un appui à l'arrière de la corde, un appui en bois, en préférence, un clic, voilà. Celui-ci allait servir pour les voilures des navires, en fait, déchirer les voilures, donc pas sur très très long, mais le peu que ça arrivait à couper, eh bien le vent s'engouffrait dans la voilure et finissait le travail du carreau, en fait, voilà, qui avait été fait avant. Ensuite, dans les voilures, ils ont eu l'idée de se dire, bon, puisqu'on déchire les voilures, on va faire des ourlets, 1 mètre sur 1 mètre, comme ça la déchirure va s'arrêter. Après les autres se sont dit de l'autre côté, ouais mais comme on ne peut plus déchirer les voiles en entier, on va les brûler. Forcément. Et puis les autres se sont dit, bah, comme on les brûle, on va arroser les voiles avant le combat. Donc on peut imaginer un combat naval avec les gars qui arrosent les voiles 3 heures avant le combat pour éviter que ça prenne feu. Quoi. Enfin, ça devait être un chantier épouvantable. Quoi. Et alors les deux réunis, pour ne pas se dire que les deux font la paire du coup, c'est que ces deux-là vont aussi servir, ce sont des carreaux donc tranchoirs, hein, donc tranchant ici, tranchant à l'intérieur évidemment, et ça on va s'en servir pour tirer dans la jambe des chevaux. Donc la position, bah, c'est qu'on va mettre, on s'accroupit en fait, et on va mettre donc l'arbalète sur le genou en fait. Alors là je vais vous montrer un petit peu comment ça pouvait se passer. Du coup voilà, donc on imagine qu'on a cette munition qui est en place, donc ici, hein, évidemment, voilà. Et on va se mettre comme ça ici, et bien sûr, on va envoyer toutes les munitions à hauteur des jambes, des chevaux, bien sûr, si on a une charge lourde, hein, voilà, et bien sûr des ennemis qui sont après un petit peu plus loin, donc si ça rate les jambes des chevaux, ça va forcément atterrir dans les jambes d'un gars qui va se balader derrière, voilà, qui va suivre la charge lourde. Voilà. Est-ce que ça coupe les tendons, ça... Comment ? Ça coupe les tendons, ça déchire tout. C'est ça, c'est le but en fait, voilà. Le but en fin de compte, c'est plutôt de créer une pagaille épouvantable. Quand on a les chevaux qui vont tomber les premiers, ceux qui vont arriver derrière vont se prendre les pattes dans le premier, quoi, voilà. Et donc ça va chuter, ça va tomber, ils vont esquiver, ils vont se renverser les uns les autres. Donc on peut facilement imaginer la pagaille que ça peut créer, juste si on a un cheval qui est renversé. Donc on voit que c'est quand même varié, on voit que c'est quand même énorme. Et puis bien sûr, bah, il y a aussi ceux-là. Alors ceux-là, c'est très différent, ce sont des carreaux pour le cinéma. Enfin, il faut bien penser qu'aujourd'hui, bah, forcément, les arbalètes, c'est imbossé au cinéma. On parlait donc de Kaamelott et d'Alexandre Astier tout à l'heure pour l'arbalète donc du film, mais aussi dans des tournages plus fréquents, dont j'avais été appelé consultant pour un film qui se tournait donc à Cruas, qui est encore en montage, hein, donc il va passer au cinéma bientôt, où bah, j'ai joué le rôle d'un chef de guerre dans l'histoire, et quand on a les armes armées, les arbalètes armées en tournage, on a des carreaux comme ça qui sont en bois, voilà, entièrement, donc ça risque rien. Après, lorsqu'on va tirer sur une personne, on prend des carreaux donc en carton, avec une pointe en caoutchouc, donc des carreaux ultra légers, qui à l'impact ne produisent pas de force en poussée, je veux dire, voilà. Donc le cinéma, c'est un point important maintenant aujourd'hui, parce que certaines arbalètes
je les retrouve parfois dans des tournages, dans des reportages que je vois à droite ou à gauche. Bon, ça fait toujours plaisir. En plus, je dis, ah, ça vient chez moi, voilà, c'est bien. Très sympa. Excellent. Donc voilà, donc le cinéma, c'est l'actualité, il ne faut pas passer à côté parce que donc on vit avec, on aime bien le soir se passer un petit film, voilà, sur différents sujets. Donc voilà un peu la panoplie de carreaux qu'on peut voir. Bien, un grand merci à toi. Bah, merci. Et puis on se dit voilà. sûrement la prochaine, on se check. Ouais, ça marche. Merci pour avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à partager, commenter et vous abonner. A bientôt sur la Collegia.